comme tu disais, hein, il y a des sacrifices à faire. Il faut faire attention, il risque de t'insulter. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça, c'est la Belgique. Il y avait peut-être Eva Longoria même. Écoute, elle est venue à un match au Spirou de Charleroi. Il y a un virus, donc il faut arrêter les matchs parce que ça se contamine plus facilement qu'un des sports de contact. Des séances de sport en Zoom. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni chaud ni froid, le podcast qui permet de faire des rencontres avec des gens que j'apprécie de manière totalement détendue. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir mon premier sportif de haut niveau, 3 fois champion avec les Spirou, Belgian Lions également, de 2005 jusqu'à récemment. C'est vraiment un honneur d'avoir un basketteur, Jonathan Tabou. Oui, merci de me recevoir déjà. Effectivement, basketteur pro depuis maintenant 20 ans. Wow. Mais bon, voilà, comme tu l'as souligné, ici, dernièrement avec les Belgium Lions, mais j'ai pris ma retraite internationale ici au mois de février. Donc pour moi, je resterai à Lyon à jamais, mais plus sur le terrain de basket. Bon, tu sais, j'ai plein de questions. Moi ici, tu vois, le principe, c'est une rencontre entre, on va dire, personnalités qui font des choses. Et j'ai énormément de questions parce que je me pose déjà cette question-là. Tu vois, le basket en Belgique, qu'est-ce que ça... à quel niveau il se situe par rapport aux autres sports? Qu'est-ce qu'il représente en Belgique? Alors déjà, moi je pense que le basket en général, ça reste un sport très très populaire. Bien sûr. Donc il y a énormément de licenciés dans les clubs en Belgique. Le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il n'est pas autant médiatisé que le football, qui restera à jamais le sport numéro 1 en Belgique. Ouais. Et puis il y a dernièrement un sport qui a un peu pris la vedette, c'est le hockey sur gazon. Ah ouais, grave. Ouais, le hockey sur gazon, c'est un sport qui a vraiment pris la vedette. Les sponsors vont de ce côté-là parce qu'ils font des résultats aussi au niveau mondial, etc. Mais voilà, le problème avec le basket, ça restera ça. C'est à un moment donné de pouvoir trouver des gens qui veulent s'investir dedans, le promouvoir, etc. Ouais. C'est ça un peu qui est dommage. Aujourd'hui, le basket a chuté au niveau de la médiatisation, je peux dire. Il a chuté parce qu'il a été un moment vraiment très très médiatisé en Belgique. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, c'était vraiment... Après, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir un match récemment, mais les Spirou, c'était du très très haut level. Du très haut niveau, c'est vrai, parce que moi, j'étais justement à la bonne époque. Ouais. Des Spirou de Charleroi. Ouais. Donc, on parle des début 2000 jusqu'à 2010. Puis, il y a eu la fameuse récession qui a fait qu'à un moment donné, les montants, etc., du sponsoring et tout ça ont diminué. Okay. Et donc, ce qui fait que la possibilité de ramener des joueurs de renom, etc., dans le championnat, ça a été beaucoup plus compliqué. Et donc, on a vu la chute un petit peu du niveau et les supporters aussi... qui ne se reconnaissaient plus tellement aussi par rapport aux équipes. Donc, ce qui a fait que le basket aujourd'hui, c'est difficile. C'est un peu différent. Ouais. Mais, on va revenir sur le basket, mais moi, maintenant, j'ai envie de connaître un petit peu l'homme. Raconte-moi un peu d'où tu viens, où tu es né, tes parents, les frères et sœurs. Je veux tout savoir. Alors, donc moi, je suis né au Congo, donc Kinshasa, anciennement le Zaïre. Ouais. Hein. On connaît, on est là. Voilà. Donc, je suis arrivé en Belgique à l'âge de 5 ans. Tout d'abord, on a vécu plutôt en France, avec mes frères et sœurs. Combien 4 frères. 4 frères. Tous plus grands. Tous. Ah, toi, t'es le cadet. En fait, je suis l'avant-dernier. Ok. Et j'ai 2 grandes sœurs, et puis j'ai juste une petite sœur. Okay. Et il faut savoir que tous mes frères ont fait du basket. Ah ouais. Tous. Et moi, je suis le dernier, en fait, à avoir commencé dans un club de basket. Il y a mon plus grand des frères qui, lui, a commencé en France, du côté de Denain, au nord de la France. Et puis, on a déménagé pour venir du côté belge, donc à la frontière avec Valenciennes. Et là, parce que les parents bougeaient ou... En fait, mon père, il était dans la politique au Congo. Et quand il y a eu les fameux troubles dans les années début 90,
Ben, mon père a dit, ben voilà, il faut aller continuer les études en Europe. Et ma mère avait un membre de la famille qui vivait en France, qui avait justement mon oncle qui était footballeur à l'époque. Et donc on a commencé à vivre d'abord chez ma tante, et puis on a déménagé pour aller vers la Belgique. Et une petite parenthèse, on en a toujours voulu à mes parents, parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté en France pour le basket? Parce qu'on voit aujourd'hui tout le monde joue en NBA qui vont en France, donc on se dit, mais pourquoi on n'est pas resté en France? Mais bon, voilà, c'est que ça devait aller comme ça. On est arrivé en Belgique, mes frères ont commencé à jouer au basket, et moi je suis le dernier à avoir commencé, parce que j'ai commencé d'abord par le foot. Ah ouais? Oui, j'ai commencé par faire du foot. Et puis à un moment donné, il fallait faire un choix, parce qu'il y avait le foot, puis je me suis inscrit au basket aussi. Il fallait allier les deux. Et ça devenait compliqué au niveau des études, parce que moi j'ai un papa c'est un intellectuel. C'était les études. Les enfants, on est venus en Europe pour les études. Donc pas ils pour faire vos sports là. Exactement, voilà. Tu connais. Non, on veut pas de ça. C'est pour les études qu'on est venu. Et donc il a fallu faire un choix. Donc j'ai choisi le basket. Le football, c'était pas pour moi. J'étais trop frileux. J'ai dit non, moi je vais dans la salle, c'est mieux pour moi. Oui, c'est. Parfois aujourd'hui je regrette. Pourquoi? C'est quoi on va pas se mentir. Voilà, quand on voit la popularité du foot. Les cachets, les montants, les trucs. Cristiano Ronaldo, il a 37 ans, il a le même âge que moi, il vient de signer à El Nasser. On connaît les montants. Aujourd'hui, on voit que au niveau du recrutement en France et tout, ils cherchent vraiment des grands et tout. Donc t'aurais pu, je veux des grandes tailles, quoi, je veux dire. Ben, grand. Par rapport à toi, je suis grand. Ok, on démarre. Il a raison. Par rapport à toi, je suis grand, mais crois-moi que sur un terrain, je fais partie des plus petits. Au basket? Au basket, bien sûr. Mais en foot, tu aurais été... Au foot, oui, j'aurais une très très bonne taille, c'est vrai. J'aurais une très bonne taille, mais au basket, je fais partie clairement des plus petits. Donc, c'est qui les petits les plus influents dans le basket? Qui t'ont inspiré? Parce que je veux dire, les petits... Qui m'ont inspiré? Il y a déjà le plus connu, je pense que de ma génération, on parle de Mopsy Bugs. Et c'est quasiment la taille de Messi. Et il arrivait à jouer en NBA. Pour moi, c'est impressionnant, parce que c'est ça le problème avec le basket. C'est un sport, moi j'ai toujours dit, c'est un sport qui est discriminatoire. Quand tu es petit, tu dois faire 20 fois plus que les autres. Il faut être rapide, il faut être malin, il faut avoir énormément d'énergie. Et donc, de voir des petits de cette taille-là, parce que moi, je fais 1m83, mais des Mopsy Bugs, c'est 1m70. Putain, 1m83, mon rêve. Et moi, mon rêve, c'était d'arriver à 90. I wish I was a little bit taller. Exactement, comme la chanson. Et donc, voilà, donc il fallait cravacher, comme on dit. Quand t'es petit comme ça, c'est être plus rapide, plus malin, savoir shooter de loin, être fort défensivement. Donc, plein de critères qui font qu'un petit sort du lot, quoi. Donc, voilà. Et donc, on revient à la famille. Donc, vous arrivez en Belgique. Oui. Toi, tu es le seul qui te lance dans le basket de manière pro. Alors, ce qui est intéressant de cette histoire, c'est quand on arrive en Belgique, mes frères, ils jouent. Et ils sont très, très forts. Et donc, il y a pas mal de clubs qui sont sur eux, etc. Mais ils restent dans le petit club du village, etc. Il y en a seulement un qui, à un moment donné, décide de partir dans un club élite qui se trouve du côté de Mons. Et là, il commence à taper dans l'œil de la section pro du club, etc. Et moi, je suis toujours dans ce petit club de village. Ensuite, on déménage. La force des choses fait qu'on déménage, on va de ce côté-là, du côté de Mons. Donc, on quitte la frontière belge. La frontière française, pardon, et on arrive du côté de Mons, et là je rentre aussi dans le club, et petit à petit, comme ça, le club commence à m'aligner pendant des entraînements, etc. Donc je suis les traces de mon frère, celui qui est juste au-dessus de moi, et je fais mon premier match à l'âge de 16 ans. Et au final, mon plus grand frère, lui, il a une carrière, mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est moi qui, au final, le plus petit des frères, qui fait une carrière. Et en fait, c'est contre toute attente, parce que souvent, à l'époque, où est-ce qu'on apprenait à jouer, c'est dans les playgrounds. Et mes frères, ils allaient tout le temps jouer dans les playgrounds. Et moi, comme j'étais le plus petit, ils disaient « Non, toi, tu peux pas venir. T'es trop petit, ils vont te faire mal. » Mais moi, j'ai 13 ans à peine. Je dis « Mais non, moi, je veux venir jouer avec eux. » « Non, t'es trop petit. »
Et finalement, à l'âge de 15 ans, un jour, ils me disent « Allez, viens une fois. » Ok. Mais là, je détruis tout le monde. Et là, ils me disent... Ils disent à mes frères, en fait, tu nous as caché que tu avais un petit qui est encore plus fort que vous tous. Ouais. Et là, mes frères, ils disent, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Non, et on est plus fort que lui. Et au final, c'est moi qui arrive à faire carrière, entre guillemets, pendant 20 ans, etc. Quoi. Donc, après, on sait aussi qu'il faut être là au bon endroit, au bon moment. Il y a aussi les blessures qui ont fait que voilà, mes frères n'ont pas pu le faire. Il y a aussi le sérieux. Être consistant. C'est vraiment ça, c'est la consistance. Voilà. Moi, je suis toujours fasciné par les sportifs parce que, tu vois, il faut une détermination de ouf parce que c'est vraiment, tu fais un effort considérable pour être à l'entraînement, surtout quand tu es jeune et tout, il faut vraiment avoir une motivation et un mental de dingue. Toi, tu as fait, je pense, une dizaine de clubs. Ouais. C'était quoi le premier? C'est quoi le dernier? Comment tu choisis? Comment tu as choisi même parce que... Oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que donc quand j'ai commencé, donc j'étais à Montseno, premier match en pro à Montseno à l'âge de 16 ans, mais de là je me rends compte très rapidement parce que tu parlais du mental et là il y a une histoire qui est intéressante, c'est que quand je fais mon premier match à 16 ans, je suis très jeune, frêle, je fais quoi, 1m79, 80 et là le coach me dit écoute, t'as pas le niveau, ça n'ira pas. Et 2 ans plus tard, je vais à Gilly, qui est à l'époque l'équipe satellite d'Espirou de Charleroi, qui évolue en 2e division. Je signe là-bas, je commence à faire des entraînements avec eux. Et là, directement, le coach d'Espirou me remarque. Lui, c'est un Serbe. En Serbie, eux, ils alignent des jeunes comme ça, sans problème. Et il me signe directement, en fait, pendant 5 ans. Donc, mon premier club, c'était l'Espirou de Charleroi. C'est eux, vraiment, qui m'ont fait signer un contrat pro à l'âge de 18 ans. Donc, 2 ans après, qu'un autre coach me dise... T'as pas le niveau. Donc là déjà, en tant que jeune adolescent, se dire, bah non en fait, lui il se trompe, moi je sais que j'ai le niveau. Et à ça, on ajoute le fait que papa, quand il faut lui expliquer, bon, tu finis tes études. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais moi dans ma tête, je sais que j'ai envie de devenir pro. Mais lui, les voyages, Congo, Belgique... Il revient et il dit, bon, faut t'inscrire à l'université. Moi, j'ai fait l'UNIF, tu vois, tu sais, c'est... Ah ouais, il faut aller à l'UNIF, c'est pour ça qu'on est venu. J'ai vécu le même truc. Et là, je dis, oui, mais moi, j'ai envie de jouer au basket. Il m'a regardé, il m'a dit, Tambouloulou, va-t'en d'ici. Je veux pas voir ça, tu veux faire comme les autres. Donc, les frères qui, eux, ont essayé, tout, mais il a vu que ça n'avait pas vraiment pris. Donc, il dit, non, on veut pas de ça ici. Et il s'est fâché, en fait. Donc moi, je vais voir ma mère, je lui dis, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Elle fait, mais non. Ma mère qui essaie un peu d'arrondir. Mais non, écoute, il faut quand même que tu étudies, tu vas faire quoi? Ils vont te donner quoi? Parce qu'à l'époque, on se dit, mais il va faire du basket. Du basket. On pense qu'au foot, en fait. Il n'y a qu'au foot qu'on peut gagner sa vie. Et donc moi, je dis, mais moi, c'est ce que je vais faire. Donc j'arrive à trouver, avec l'aide justement de ce club où je vais signer, un moyen de signer... un contrat avec eux, mais de faire aussi l'école. Parce que c'est pas comme aux États-Unis, il n'y a pas la NCA, la bourse et voilà. Tout. Et donc je m'inscris à l'Union, c'est l'université de Montseno, mais qui s'est implantée du côté de Charleroi. Et donc je commence l'UNIF, donc 5 ans, une licence en sciences de gestion. Parce que je veux faire plaisir à mon père, en fait. C'est pour faire plaisir. Et donc je commence l'année. Mais je passe mon temps qu'au basket. Il faut aller aux cours, c'est l'UNIF, donc on n'est pas obligé de se rendre à tous les cours. Et arrive le fameux blocus janvier. Mais moi, je suis dans le basket, je commence à faire des matchs avec l'équipe pro, etc. Donc je me présente aux examens, mais sans conviction. Moi, je crois que c'est encore à l'époque où j'étais à l'Athénée de Saint-Guilain, où je peux étudier la veille avec tout où en fait, voilà, il n'y a pas moyen. Donc je viens... Je suis là, je remplis. En plus, il y a 3 questions. Il faut remplir des trucs comme ça. Donc, je me dis, bon, on va voir. Mon père, il revient du Congo au mois de février. Et en fait, moi, j'ai signé mon contrat pro. Et donc, je viens le voir. Il me dit, ouais, il faudra que tu viennes me montrer tes points. Mon père me dit ça. J'ai mon contrat pro et mon bulletin. Je vais le voir. T'as déjà 2 arguments. T'as préparé ton argumentaire. Oui. Ok. Donc je commence par la mauvaise nouvelle. Il me demande alors,
comment vont les études? Ouais. Moi, je fais, ouais, écoute, c'était difficile quand même. Il fait, ah oui, c'est l'UNIF, hein. Ça, moi, j'ai fait l'UNIF, et comment ça, voilà. Je fais, voilà mon bulletin. Il regarde, il l'ouvre. Il fait, mais ça ne va pas, vous n'étudiez pas. Et te vous voit. Ah oui, on connaît. Oui, il le voit. Il fait, vous n'étudiez pas. Ouais. Alors je dis, mais si, mais c'est difficile avec les entraînements. Il fait, vous voyez ce basket, c'est à cause de ce basket-là que vous n'étudiez pas. Mais finalement, vous voulez faire comme les autres. Hein? Vous voulez être un jobiste. Il me parle de jobiste. Je dis, mais non, mais moi je vais faire du sport. Il fait, mais comment? Vous allez faire comment? Puis je dis, ben regarde, on m'a proposé un contrat. Ah, Quel contrat? Je dis, mais oui, le club où j'ai été là-bas, il me propose un contrat. Il regarde, et puis il y a ma mère qui est à côté, qui regarde et tout. Et il regarde, et il fait, ok. Puis on arrive au niveau des montants. l'as de pique. Et regarde. Il regarde les montants. Il fait, ah oui, je comprends. Je comprends. Ah, donc au basket, on peut gagner aussi. Et là, ma mère, elle me regarde. Elle le regarde, elle fait, tu vois qu'il peut faire du basket aussi. Je fais, ah, donc ils vous veulent vraiment. Je fais, ouais, il commence à réfléchir. Donc vous allez jouer, vous allez faire que ça, quoi. Oui. Je fais, ouais, ça va être votre job. Oui, c'est ça. Et puis il me dit, ah bon. Ah ben, vous allez jouer au basket. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis lors, voilà, chaque fois, il me parle, il me dit, et comment ça va là-bas. Et ça se passe les entraînements. Voilà, les entraînements. Et là, il a commencé à s'intéresser aux règles du basket. Ouais. Il a dit, comment ça se passe les règles? Parce qu'il a commencé à lire. Parce que lui, c'est comme ça. Quand il commence un truc, il doit savoir tout ce qui encadre le sport. Donc, il commence à apprendre les règles. Ligne des 3 points, ça se passe où? Les règles double, marché, etc. Il commence à apprendre. Vous connaissez ça? Si je deviens pro, c'est que je connais quand même, tu vois. Et donc, Charleroi, pendant 5 ans. Et puis derrière, il faut un manager pour pouvoir trouver des autres clubs, etc. Donc c'est lui qui s'occupe de chercher. Et puis de Charleroi, je signe en Italie pendant 3 ans, dans la région de Cantu. Donc c'est la Lombardie, près de Milan. Là, je reste 3 ans là-bas. Wow, tu parles italien là? Capito italiano. Si. Capito. Posso parlare però non parlo l'italiano, ma io ho dimenticato tutto. C'est tout ce que je sais dire, franchement. Si, voilà, donc j'ai joué en Italie 3 ans. Et dernièrement, j'étais encore en Italie, à Cremona, c'est toujours dans la Lombardie. J'ai joué aussi dans l'équipe de Milan. Et pourquoi l'Italie particulièrement? Pourquoi l'Italie? À l'époque, en tout cas, l'Italie, à ce moment-là, c'était un championnat très, très, très relevé. Il y avait énormément d'équipes qui évoluaient en Euroleague, qui est l'équivalent un peu de la Champions League au football. Et quand j'étais là-bas, c'était aussi pour jouer cette ligue-là. Donc l'Italie, voilà, c'était ce qui était bien. Et puis c'était quand même bien. C'est vrai, j'imagine que c'est un championnat qui était... Voilà. Tu parlais de l'entraîneur serbe. Et justement, tu vois, l'Europe de l'Est, on l'a vu depuis des années, a vraiment investi énormément dans le basket, dans la formation, etc. Du coup, tu as des mecs comme ça qui pullulent et qui vont jouer partout dans le monde, au State. Pourquoi en Belgique, il n'y a pas eu ce même investissement, tu penses? Alors, c'est marrant que tu me parles de ça. J'en parlais justement avec un général manager ici en Belgique, qui est un de mes anciens coéquipiers en plus. Et lui, aujourd'hui, il veut essayer justement de faire ce qu'il a connu à l'étranger. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas investi assez dans les centres de formation, dans les produits belges. Parce que moi, je dis toujours, je me suis fait moi-même, en fait. J'ai pas fait partie d'un centre de formation. J'ai pas été dans un internat où j'ai fait sport-études. C'est pour ça que j'ai eu ce problème-là aussi. Il fallait faire un choix à un moment donné. Et en fait, dans ces pays-là, même en Espagne, etc. En Grèce. Depuis des années, en Grèce.
Ils le font depuis des années. Ouais. Et c'est pour ça que, moi je dis toujours, les Serbes dans le basket, c'est un peu les Brésiliens au foot. Grave. C'est on va en Serbie, lui on prend. Ouais. On sait d'office qu'ils vont avoir un bagage technique qui va être au-dessus. Ouais. Parce qu'ils travaillent ça tout le temps. À partir de 12 ans, ça commence à travailler. Ouais. Et eux, souvent, ils sont alignés. À partir de 16 ans, c'est déjà des pros. Et donc, c'est ça qui fait que, voilà, ils ont un niveau Ils ont supérieur. investi. Oui, J'ai vu le film avec Adam Sandler. Le haut du panier. Le haut du panier. Oui. Ben voilà. C'est énorme ce film. Voilà, mais ça, c'est la preuve un peu de ce qui se passe. Et je t'encouragerais à regarder un autre film où tu vas comprendre, tu parlais de la Grèce, c'est le film de Giannis Antetokounmpo, les frères. Tu vois leur histoire, comment ils sont arrivés du Nigeria jusqu'en Grèce, et puis après qu'ils sont arrivés en NBA. Tu vois aussi la formation qui a été faite derrière tout ça. Mais en Belgique, tout simplement, je pense que malheureusement, dans le basket, c'est pour ça aussi qu'on a perdu un petit peu... l'identité et le rapprochement entre les supporters et les clubs, c'est parce qu'on n'a pas investi assez dans les jeunes. Tu vois, par exemple, moi, dans les Spirou, il n'y a jamais eu de joueur des Spirou qui a réussi à commencer en jeune là, intégrer le niveau noyau pro, et puis partir à l'international. Il n'y a jamais eu ça avant moi, en fait. Waouh. Donc c'est un truc... parfois, en fait, c'est un jour quelqu'un me l'a dit, je m'étais pas rendu compte. Parce que quand on parle des Spirou, c'est l'équivalent, en fait. Je vais prendre un club comme Madrid en Espagne, en fait. Bien sûr. Donc c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça, c'est la Belgique. Et toi, tu penses transmettre ça aussi ? Alors, moi justement, c'est exactement dans ça que j'ai envie de me lancer. D'ailleurs, j'ai entre guillemets commencé ça. C'est en fait aider à la gestion de carrière des jeunes joueurs jusqu'au niveau pro, jusqu'au moment où ils deviennent des pros et après leur carrière aussi. Parce que c'est quelque chose, oui, j'ai eu un agent qui s'est occupé de moi, mais il y avait certains aspects que lui ne pouvait pas m'apporter. Étant donné que le fait qu'il n'a jamais été joueur professionnel, moi je pense que c'est quelque chose que je peux apporter à énormément de jeunes dans le basket ici en Belgique. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est d'enseigner ça sur et en dehors du terrain. Je sais que tu es aussi assez impliqué au Congo, dans des projets plus personnels et plus, on va dire, des trucs qui te touchent. Tu peux nous parler de ça un peu ? Oui, d'ailleurs, je porte justement... un des équipements de l'académie dont j'ai été l'ambassadeur. Je dis j'ai été l'ambassadeur parce que voilà, comme je l'ai dit, ma carrière, elle s'est arrêtée ici dernièrement. Et aujourd'hui, j'aide à développer des projets sportifs. Donc en fait, tout ce qui est solidarité et sport, moi j'allie les deux. Et tous ceux qui ont des structures sportives au Congo, moi, qu'est-ce que je fais ? J'ai créé mon ASBL qui s'appelle Play for Africa. D'ailleurs, on a un tournoi caritatif qui sera organisé ici le 21 mai. C'est en partenariat d'ailleurs avec les Spirou de Charleroi. Donc, on a invité 20 équipes niveau élite. Et les fonds qu'on va récolter seront justement pour aider à élever le niveau sportif de ces structures-là au Congo. Donc il y a la Caviar Basketball Academy, CBA, qui est située à Bukavu, dans l'est du Congo. Il y a énormément on va dire, il y a un vivier de talent là, dans l'est. Mais c'est ça en plus, c'est qu'aujourd'hui, on a vu le dernier, il y a 2 ans, on a eu un Congolais qui était 7e de la draft, Jonathan Kuminga. Je pense que depuis lors, on a avancé à Bismack Biombo, on a les Ibaka, donc la NBA qui a créé la BOL, on se rend bien compte qu'il y a un vivier impressionnant en fait. Là. Et je pense que le sport au Congo, parce que voilà, c'est là où je suis né, le sport au Congo peut être un moyen aussi d'améliorer le pays, je pense. Mettre la lumière sur le pays et tout. C'est quoi ta relation avec le Congo aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu retournes de temps en temps ? La dernière fois que j'étais retourné après quasiment 25 ans, c'était à Goma.
pour justement encore de nouveau dans le cadre de ce genre de choses. C'est-à-dire on donne des camps de basket, on récolte du matériel ici, on amène ça là-bas, on enseigne un petit peu les valeurs du sport, notamment du basket, aux jeunes de ces différentes académies. Et puis je suis retourné il y a 2 ans dans l'académie Caviar pour faire la même chose. D'ailleurs il y a un documentaire qui sera oui, il y a un documentaire qui arrive bientôt, qui montre un peu notre voyage là-bas. J'ai été là-bas avec 2 autres membres de l'équipe nationale belge de basket qui sont aussi natifs du Congo. On peut le retrouver où ce docu? On va pouvoir le... Non, il n'est pas encore. Il va seulement sortir. Il est en pleine production. Et donc mon lien, c'est ça. C'est vraiment aller là-bas et développer le sport à notre manière. C'est une façon à nous de mettre notre pierre à l'édifice pour aider la jeunesse, quoi. Je sais pas comment tu as vécu, toi, je pense à ça maintenant. Je te dis les questions comme je les pense. Période du confinement et tout. J'ai vu, tu vois, les matchs se faisaient à huis clos, des trucs. Comment toi, tu l'as vécu c'était quoi la vie d'un sportif de haut niveau pendant le Covid? Alors écoute, c'est marrant que tu me poses cette question parce que, en fait, la saison donc 2019-2020, donc à partir début 2020, on apprend que voilà... il y a un virus, donc il faut arrêter les matchs parce que ça se contamine plus facilement quand il y a des sports de contact. Donc les matchs commencent à s'annuler et on dit, ben voilà, on va continuer à faire du sport malgré le fait qu'on ne puisse pas se rendre à la salle de muscu ou à la salle de basket, quoi. Et donc on doit commencer à faire des séances de sport en Zoom. Alors au début... Attends, ça je veux savoir exactement comment on fait. Alors il nous explique que voilà, bon les gars, on ne sait pas si la saison va être annulée, mais il faut qu'on reste actif. Donc on va vous envoyer un programme, mais il faut qu'on vérifie. Parce qu'il y a toujours des mauvais élèves. Bien sûr. Il y en a toujours, c'est oui, je vais le faire. Et là, il dit non, on veut vous voir. Donc, il fallait se mettre devant le PC. Si on avait un vélo à disposition, on avait un endroit où on pouvait se mettre dans le jardin. En plus, ce qui est marrant, c'est que cette période-là, il faisait super beau. Ouais, en plus. Tout le temps beau. Ouais. Donc, il disait, si tu trouves un parc, t'as une 4G, hein. Tu te mets dans le parc, tu mets le téléphone, et on doit voir ce que tu fais. Corde à sauter, si t'avais des petits poids. Mais en plus, il devait faire ça avec toute l'équipe, quoi. Toute l'équipe. Donc, il vérifiait. Mais à un moment donné, donc, au début, on est tous là, ouais. Mais au bout de la 2e semaine, on se dit, écoute, c'est bon parce que si tu coupes ta caméra, ce que tu fais. Et Jonathan, t'es encore là? Oui, je suis là. Et je suis en train de regarder Netflix. À fond. Mais bon, voilà, c'était assez... c'était marrant, c'était vraiment marrant, mais c'était aussi un peu difficile mentalement, parce qu'on se demandait, est-ce que ça va reprendre ou pas? C'est clair. Et au final, ça n'a jamais repris, quoi. Et après, l'année d'après, ça a été les matchs à huis clos. On est arrivé dans des salles où il y avait personne. J'ai une autre question. C'est quoi ton plus gros kiff avec l'équipe nationale? Plus gros kiff, sur ou en dehors du terrain? Les deux. Écoute, sur le terrain, pour moi, ça restera toujours, c'est la première fois que j'ai participé, parce que parfois je participais à des qualifications, mais j'ai eu des blessures, donc je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Mais la première qualification dans laquelle j'ai participé donc de A à Z pour le premier Euro depuis plus de 25 ans de l'équipe nationale belge, c'était en 2010, où on termine premier du groupe. Devant des grosses nations de basket qui avaient des joueurs NBA, etc. Et là, en plus, je finis dans les meilleurs joueurs et tout de l'équipe, etc. Et on se qualifie pour le championnat d'Europe, la première fois, en Lituanie. Pour moi, ça reste un souvenir marquant. C'est énorme. Avec l'équipe nationale, quoi. Et en dehors? En dehors, il y en a beaucoup. Hein. On
pourra pas en parler de tout On ça va pas en aussi, parler. mais il y en a beaucoup. Voilà, C'est- parce que, en fait, ce que j'ai vraiment aimé durant ma carrière internationale, c'est que on connaît le problème qu'il y a parfois, wallon, flamand, etc. Ouais. Et nous, en fait, on n'a jamais eu ce Jamais, problème-là. C'était Jamais. vraiment, c'était ça notre force, en fait. Ouais. C'était que on était tellement un groupe d'amis. Mhm. Moi, je le disais toujours, c'est quand je vais en équipe nationale, c'est je vais en vacances et en même temps je joue au basket avec des potes, quoi. Ouais. Pour moi, c'était ça, parce que c'était chaque été partir pendant 2 mois. Bon, Et ma femme n'a pas toujours, ça Ah a ouais, pas toujours été j'imagine, facile j'imagine. pour elle parce que ça a été pas mal de sacrifices. j'imagine. Mais voilà. Et justement, est-ce qu'il y a cette rivalité avec la France comme il y a dans le foot, par exemple Est-ce que les... Bah, écoute, au début, non. Ouais. Au début, non, parce que voilà, la France a toujours été au-dessus. Ouais. On l'a vu ici, dernier championnat d'Europe. Ils ont été encore jusqu'en en demi-finale ou en finale. Et à chaque fois qu'on a joué contre eux, ben, voilà, ils ont toujours été les favoris. Ouais. Même si moi, je retiens qu'on les a quand même battus. C'était un match amical, mais on les a battus quand même. Ouais, il faut le dire, il faut Voilà. le dire. Et il y avait Tony Parker, il y avait tout le monde. Et il y avait Tony Parker. Tony Parker était là. T'as vu. On les a battus. Wow. Il y avait les Batum, il y avait tout le monde. On les a battus. Il y avait peut-être Eva Longoria même. Écoute, elle est venue à un match au Spirou de Charleroi. Arrête. Oui, elle est venue à un match au Spirou de Charleroi. Et ce qui est marrant, c'est notre manager de l'équipe nationale. Ouais. Je m'entends super bien avec lui. Aujourd'hui, c'est un ami. Ouais. Et il me disait toujours, ouais, moi ça m'énerve. On nous dit qu'on doit préparer un truc spécial pour Eva Longoria parce qu'elle va venir en VIP. Ouais. Moi, je m'en fiche complètement d'Eva et Ouais. tout. Attends, c'est quoi ces bêtises là Purée. Le match arrive, Eva, elle arrive. Il la colle pendant tout le truc. Et moi, je le regarde, je dis, mais Jacques, Tu parlais là. tu disais que. Ouais. Il fait, ouais, mais bon, Ouais, bon, tu c'est comprends. Eva. Allez. Non, mais c'est normal. Mais c'est ouais, normal. donc voilà, c'était à l'époque. Avec tout le de- respect qu'on a évidemment à Tony Parker. Non, hein. bah, pour moi, c'est un exemple, hein, au niveau de sa carrière. Ouais. Et même ce qu'il fait après sa carrière. Ouais, ouais. C'est voilà, c'est. Tiens, on va parler de l'après-carrière, de ce que c'est pour un sportif. Mais juste, je voulais revenir sur un aspect aussi qu'on voit dans le foot, c'est le racisme. Tu vois, il y a eu, encore il n'y a pas très longtemps, hein, Lukaku Ouais. qui se fait, tu vois, voilà, traiter de singe avec ouais. des cris à la con là, de supporters. Alors que le gars, il est là, il En performe. plus, c'est une équipe à laquelle il a tout donné, hein, à Ouais. l'Inter. Donc, Est-ce que tu as connu ça, par exemple en Italie ou même ailleurs ou, bah écoute, ce qui est. le racisme, quoi. Franchement, Ouais. directement comme ça, non. Ouais. Et c'est pas pour dire que dans le basket ça n'existe pas, parce Ouais. que je connais des coéquipiers qui l'ont subi. Ouais. Moi directement non, parce que je sais que quand j'étais en Italie, on avait un derby, c'était Cantu Varese, donc c'est les équipes du nord de l'Italie. Et on se rencontrait pendant les playoffs, donc c'est au moment où on doit aller jusqu'au titre. Hein. Ouais. Et mon coach vient me voir et me dit écoute Jonathan, je vais te prévenir et tout ça, faut faire attention, il risque de t'insulter. Mais Ok. moi je fais oui, insulter, ok. Il fait oh non, mais raciste même. Ouais. Je fais ah bon, il fait ouais, donc je te le dis déjà pour te prévenir. Ouais. Et d'ailleurs en Italie on était souvent escortés par la police, etc. parce qu'ils sont très 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 fanatiques. Et donc quand c'est des derbys comme ça, voilà. Mais au final, je n'ai rien entendu, je n'ai rien subi de tel. Donc peut-être que moi j'ai eu de la chance, j'en sais rien, mais Il y a des gens qui imposent par le charisme. Je trouve d'ailleurs que, à ton avis, qui est plus charismatique, hein, des joueurs de foot ou les joueurs de basket? Parce que c'est vrai que, plus maintenant, mais quand je sortais à l'époque et que je voyais, tu vois, des basketteurs arriver, je trouve qu'ils étaient, bon, déjà la taille, machin. Ils ont toujours eu plus de... Tu vois, ouais, c'est comme tu dis, c'est la taille. Hein. ouais, c'est la taille, en fait. En fait, il y a rien à faire. Nous, parfois, quand je sors avec des coéquipiers, comme je t'expliquais, moi, je fais partie des plus petits. Ouais. Donc, parfois, voilà, ils sont là, ils font ah, vous jouez au basket. Et moi, souvent, je fais, et toi, tu fais quoi? Alors, moi, je dis, moi, je joue au foot. Je fais, ah, d'accord, ok. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est imposant. Ouais, c'est ça. C'est 1m95, 2 mètres. Donc, d'office, directement, c'est les grands. Ouais.
Donc, d'ailleurs, il y a une statistique qui dit qu'apparemment, les femmes, elles préfèrent les hommes qui font à partir de 1,85 m. J'ai jamais entendu parler de cette stat. Je rigole. Mais bon, voilà quoi. Mais voilà, c'est ça. Je me rappelle d'un sketch de Kevin Hart qui explique que quand il a commencé à être connu, il sortait en boîte avec des joueurs de basket et tout, de la NBA. Et tu vois, il lançait des tournées générales, machin. Et lui, il était connu, mais il n'avait pas encore le portefeuille. Voilà. Ouais. Et donc, à un moment, ils disent « à ton tour ». Il a commencé à transpirer quand il a mis sa carte. Il s'est dit parce que le niveau était trop élevé, quoi. Je veux dire, est-ce que quand tu côtoies évidemment les sportifs, toute discipline, est-ce qu'il y a un petit truc comme ça où tu te dis ces joueurs de foot là. Bien sûr, déjà la première chose que je faisais quand j'arrivais dans un club, moi j'essayais de me renseigner pour savoir qui gagnait quoi. Ah ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a une hiérarchie dans l'équipe. Ouais. T'as ceux qui, les gros bonnets, eux, on sait que ils gagnent beaucoup. Puis t'as le rookie qui arrive, lui il a ça. Donc dans ta tête, tu sais déjà que quand vous allez boire un verre, vous allez au restaurant, tu regardes le gars, tu fais et lui il peut pas te mentir à un moment donné. Tu sais très bien. Donc il y a une hiérarchie qui s'installe aussi quand vous allez boire un verre. Voilà. Par contre, il y a eu des fois où on a été manger dans un restaurant, c'est qu'on a été en Coupe d'Europe. On était en Turquie, chez le fameux... voilà. Et mais à l'époque, il n'était pas connu comme ça. Mais c'était déjà... Et donc, on est là à 13 ou 14. Et on commande, on mange, on boit et tout. Et puis, à la fin, il y a un des coéquipiers qui dit « Les gars, venez, on joue au jeu de la carte de crédit. » C'est quoi ce jeu? Attends, j'ai jamais entendu parler de ce jeu. Je vais t'expliquer. Ça va peut-être te donner des idées, je sais rien. En fait, il y a un panier, à la fin, quand il y a l'addition qui arrive, tout le monde met sa carte de crédit. Et on appelle un serveur ou une serveuse qui vient et qui doit tirer au sort à chaque fois une carte. Quand on enlève la première carte, ça veut dire que c'est pas toi. La dernière carte qui va rester, c'est elle qui paye pour tout le monde. Et donc, à ce moment-là, tu fais partie du truc. Même si tu sais que t'es pas au niveau de certains. Bon, allez, on joue, tu vois, tu dis, c'est l'équipe. Tu mets la carte, mais t'es là, tu transpires. Oh là là. Déjà, tu regardes l'addition, tu dis, purée. Et au final, c'est celui qui l'avait proposé qui a dû payer. Donc, ça va. Quand la carte, elle sort, tu dis, c'est pas toi. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est... Bon, allez, à ton tour. Non, c'est chaud. Parfois, il y a l'effet de groupe, tu veux. Mais bon, voilà, il faut savoir aussi... parce que s'extirper quand on peut. Quand on parle d'argent, c'est pas uniquement l'argent, c'est aussi tout l'investissement que tu donnes à une carrière jeune qui s'arrête. Je veux dire, aujourd'hui, t'es encore jeune. Oui. Et t'es retraité d'une certaine carrière. Donc il y a encore des choses à faire. Il y a, tu disais ta femme qui a fait des sacrifices aussi. Tu vois, la vie de famille. Comment est-ce qu'on gère l'après? Qu'est-ce que toi, par exemple, est-ce que tu as des projets, tu as des trucs, tu as des contacts que tu as noués, tu as envie de rester dans le sport, tu as envie de faire d'autres trucs, tu as une vie de famille, comment est-ce que... Comme tu disais, il y a des sacrifices à faire et il y a les entraînements, les voyages, parce que moi aujourd'hui j'ai 2 enfants et je les ai eus pendant ma carrière. Quel âge? Alors le plus grand il va avoir 10 ans ici le 30 avril. Et la petite, elle va avoir 7 ans en octobre. Donc, ils arrivent à un âge où ils ont besoin que le papa soit là, etc. Parce qu'ici, dernièrement, j'étais parti encore en Italie pendant plusieurs mois. Et quand j'entendais mon fils me dire « Ouais, moi, je vais au foot », parce que lui, il est dans le foot. Alors lui, il veut rien savoir du basket. Lui, il est dans le foot. Et on l'encourage. Ça, je lui ai dit. Parce qu'en plus de ça, s'il veut aller dans le basket, moi, je serais chiant. C'est vrai. Parce que je vais voir des choses, c'est pas comme ça, non. Je vais être chiant. Donc, va dans un sport, je connais, mais vas-y, va dans le foot. S'il fait du basket, tu vas être en mode Joe Jackson. Je vais être la méthode Williams, tu vois. J'ai pas envie de ça. Et donc, je dis, t'as raison, reste dans le foot. Il n'y a pas de problème. Projet Mbappé, là.
Voilà. Non, je rigole. Non. Parce que tu sais, quand tu as été dans le sport de haut niveau, tu sais aussi il faut les laisser s'amuser. Parce que moi, mon père, il venait pas voir mes matchs. Ouais. C'est seulement, tu as bien vu, c'est le jour où il a vu le contrat, il a fait OK, maintenant on va venir. On va venir au match. Et donc, il voulait être là en VIP. Regarde, c'est mon fils. Je lui ai dit de pas faire les études. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, je le laisse s'amuser, etc. Après, je lui donne des conseils, etc. Parce que le football, comme il a un niveau déjà élite, ils sont très regardants. Donc, on essaie vraiment de le laisser évoluer à son rythme. Mais voilà, donc les sacrifices, c'est ça. C'est partir loin de la famille. Parce qu'en général, ils m'ont toujours suivi. En Espagne, en Italie, en Allemagne. Ils étaient toujours là. OK. Aujourd'hui, voilà, il y a l'école primaire, il y a le français, il a commencé à écrire et tout ça. Donc, tout ça, c'est des étapes importantes aussi de la vie de famille. Puis ma femme, elle m'a toujours suivi, elle a toujours été là pour moi. Aujourd'hui, elle se lance aussi dans tout ce qui est naturopathe, etc. Donc, elle veut être aussi à son compte. Ouais. Et elle veut s'implanter ici en Belgique, démarrer quelque chose. Donc, à un moment donné, moi aussi, je dois faire aussi ces sacrifices-là. Ouais, et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai décidé de revenir en Belgique. Okay. Et pour te répondre maintenant à ta question, moi, justement, après avoir terminé le basket, il n'y a pas vraiment de structure pour nous aider, en fait, au niveau de la reconversion. Donc, on est obligé un petit peu de se débrouiller soi-même. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé enseigner ce que j'ai appris, que ce soit sur et en dehors du terrain. Okay. Et donc, moi, clairement, j'ai envie de rester dans le sport. Ouais. Et tu disais, en fait, moi je le prends comme une chance, le fait d'avoir 37 ans, de terminer un chapitre de mon livre et de commencer un autre. Un nouveau. Donc moi, en fait, j'ai plusieurs vies, entre guillemets. Donc maintenant, je peux commencer un autre mode de vie. C'est maintenant, je suis de l'autre côté et je veux enseigner ces jeunes sportifs. Ouais. À savoir les erreurs à ne pas faire, etc. Bien choisir son entraîneur, son club, etc. Tout ce que je n'ai pas vraiment eu, entre guillemets. Yeah. Et donc maintenant, c'est dans ça que je me lance. J'ai pas envie de dire le nom, mais c'est un agent, en fait. Ah, ok. C'est le rôle d'un agent. Ouais. Mais voilà, moi, je le vois différemment parce qu'on sait que... C'est plus complet. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je sais que ce métier-là est décrié parce qu'ils sont requins, ils sont filous. Toi, c'est plus un accompagnement. Mais moi, c'est vraiment un accompagnement de carrière, un plan de carrière. On regarde comment est-ce que tu pourrais aussi développer ton image, chose que je n'ai pas eue non plus, parce que maintenant, on est dans l'ère digitale. Grave. Avec les podcasts ici, les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment essayer de développer ça chez les jeunes joueurs que je vais encadrer. Bah écoute, si je tombe sur un petit qui est prometteur, je veux 10%. Ah oui, il faut. 10%, c'est beaucoup ça. 7. C'est beaucoup. 5. Déjà, moi-même, je dois prendre 10%. Je dois donner 10% de mes 10%. En fait, c'est toi. Bon, c'est quoi? On en discute. On en discute. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été invité pour ce podcast, ni chaud ni froid. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Un très, très, très bon moment. Moi, j'ai appris des trucs et on va aller voir un match ensemble. Ce serait bien, serait bien. Tu me dis dès qu'il y a un truc à voir. Il n'y a pas de souci. Je viens. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cet épisode de Ni chaud ni froid. Vous pouvez évidemment retrouver sur toutes les plateformes YouTube, Apple Music et Spotify. N'hésitez pas à partager, commenter. Je réponds à toutes les questions. Par exemple, je peux vous dire comment je suis passé de 1m83 à 1m un peu moins. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode.